Alors, on va commencer par l'électromagnétisme. La première force, ou les deux premières forces qui ont été unifiées en une seule force, hein, et on va faire une petite expérience. Hein. L'électromagnétisme a été, on va dire, théorisé par des équations. Ces équations, c'est les équations de Maxwell, qui nous servent jusqu'aujourd'hui, hein, à, on va dire, calculer les phénomènes électromagnétiques. Alors, c'est quoi déjà l'électromagnétisme? On va prendre un circuit électrique tout simple, hein, une batterie, une lampe, un interrupteur et une boussole, hein, qu'on va mettre une boussole à côté. La boussole ne bouge pas, il n'y a rien. On actionne notre interrupteur, voilà, la lumière s'allume et la boussole se met à bouger. Conclusion, le champ électrique ou la circulation d'électricité, hein, génère un champ magnétique. D'accord? Du coup, on a l'électricité d'un côté et le magnétisme de l'autre, et on les unit dans un seul phénomène. C'est deux facettes d'un même phénomène. D'ailleurs, quand on fait varier un champ magnétique dans une bobine, on crée de l'électricité. C'est le principe de la dynamo que tout le monde connaît, hein, dans les vélos, dans les éoliennes, pour créer de l'électricité, ou les turbines, etc. Tout ça fonctionne par ce principe-là. Alors, l'électromagnétisme, ok, voilà, c'est un champ électrique, un champ magnétique, très bien, et on a de la lumière qui sort ici de cette lampe. Et on a aussi, on découvre dans les équations de Maxwell une onde, hein, électromagnétique. Donc, hein, on a une onde qui se propage, et c'est une onde électromagnétique qui résulte du champ électrique et magnétique. Cette onde, quand on utilise les équations de Maxwell, on découvre que cette onde voyage à la vitesse de 300 000 km/s. Rappelez-vous, quand on a fait les expériences avec Einstein de la relativité restreinte, qu'on a mesuré que la vitesse de la lumière aussi va à 300 000 km/s. Donc la lumière, c'est une onde électromagnétique. Alors, bon, pour nous, la lumière, c'est une chose, et les ondes électromagnétiques, ce sont d'autres choses. Mais en fait, en réalité, c'est les mêmes facettes, hein, de l'onde électromagnétique. Donc, on a une onde électromagnétique qui peut avoir plusieurs longueurs d'onde et plusieurs amplitudes. Et plus la longueur d'onde est petite, plus l'énergie est grande. Je vais vous expliquer pourquoi, hein, on va voir. Et là, on va voir que, par exemple, pour une longueur d'onde, hein, vous savez, la longueur d'onde, c'est, on mesure, hein, entre la longueur entre deux points hauts, par exemple, ou deux points bas de cette onde, on a la longueur d'onde. Ici, vous voyez qu'une longueur d'onde, cette longueur d'onde est beaucoup plus grande, par exemple, que ici. Hein, elle est petite. Et si je vais ici, elle est encore plus petite. Hein. Et selon cette longueur d'onde, l'onde électromagnétique nous apparaît sous une forme différente. Je m'explique. Quand on reçoit la radio, tout le monde sait ce que c'est, hein, on reçoit les programmes sur sa radio, c'est une onde électromagnétique qui est très grande, hein, de la taille par exemple d'une maison ou d'un building, par exemple. Si on rétrécit ces ondes-là, on arrive aux ondes, par exemple, aux micro-ondes, hein, celles qu'on utilise pour réchauffer son café ou voilà, faire cuire les aliments. Ces ondes-là, ils ont une longueur d'onde qui fait vibrer les molécules d'eau, et c'est ce qui donne la chaleur des aliments. Et on va encore dans des longueurs plus petites, on arrive à l'infrarouge. Hein, l'infrarouge, vous connaissez tous l'infrarouge. Vous avez vu des films ou des choses comme ça, ou dans des documentaires, on nous montre des images de vision nocturne, ou des images infrarouges, où on voit cette lumière qui est générée par la chaleur, hein, des objets ou des corps. Ensuite, quand on descend encore, après l'infrarouge,
hein, on a la lumière visible, celle que nos yeux peuvent détecter. Hein. Vous savez, nos yeux, c'est des détecteurs, mais ils ne détectent qu'une certaine longueur d'onde. Cette longueur d'onde, elle est comprise entre l'infrarouge et l'ultraviolet. Hein. Nos yeux ne peuvent détecter que cette largeur du spectre des ondes électromagnétiques. Et après, plus on va descendre dans les longueurs d'onde plus petites, plus on va aller dans des ondes électromagnétiques qui ont beaucoup plus d'énergie, donc qui pénètrent beaucoup plus dans la matière. Par exemple, on a les ondes, les rayons X, hein, donc les rayons X pour faire les radios. Tout le monde a passé une radio. Et dans cette radio, pourquoi on arrive à voir les os et les organes à l'intérieur? Parce que ces ondes arrivent à traverser notre corps, hein, un certain endroit de notre corps arrive à traverser, ce qui donne cette image-là. Et plus on va descendre, hein, quand on va arriver à l'échelle, là on est à l'échelle de l'atome, là on est à l'échelle par exemple du noyau. Donc c'est des longueurs d'onde très très petites, ça veut dire des énergies très grandes, très denses, très grandes. Donc comme les rayons gamma, par exemple la radioactivité gamma, où on a des ondes électromagnétiques très énergiques, hein, qui peuvent faire beaucoup de dégâts. C'est pour ça que la radioactivité gamma est très dangereuse. Alors, cette onde électromagnétique a plusieurs aspects. Et là, on va voir une des bizarreries de cette onde, hein, la dualité onde-corpuscule. On va voir ce que c'est, je vais développer par la suite. Alors, une onde, tout le monde sait ce que c'est qu'une onde, hein, comme si, par exemple, sur la surface d'une mare, on jette un caillou, on voit les vaguelettes se former, qui se propagent, et ça c'est une onde. L'onde sonore, quand on parle, là je suis en train de vous parler, je fais vibrer l'air, et c'est une onde sonore, hein, qui se déplace d'un endroit A à un endroit B. Et les ondes, ils ont leur propre physique et leur propre comportement. Et quand on prend de la lumière, on a une source lumineuse, voilà, donc on a une onde électromagnétique là qui voyage. On va essayer de faire des expériences sur cette onde pour voir comment elle se comporte. Donc on a cette onde qui se propage. On va essayer de la réfléchir sur ce mur-là, ou cet espace-là, pour voir un peu son comportement. Mais avant qu'elle arrive à ce mur-là, elle va traverser une barrière. Hein, on va mettre un mur ici, tac, une barrière, avec un trou au milieu. Vous voyez bien le trou au milieu là. Donc cette onde, elle va arriver, hop, et une partie va passer dans ce trou-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc cette onde va se propager ici, voilà, et va venir frapper cet espace blanc ici. Et qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, ça va donner ça. Les zones où il y a le plus d'exposition de lumière, elles vont être blanches, hein, elles vont être exposées. Et plus on s'éloigne du centre du trou, plus ça devient sombre. C'est logique, hein, tout le monde comprend ça. Et si on trace, on va dire, le graphe de l'intensité de l'onde lumineuse, eh ben, ça va donner ce schéma en forme de sinus, comme ça. Hop, voilà, voilà. Cette petite onde. Et c'est pour ça qu'on dit c'est une onde, parce qu'on voit ici, hop, le phénomène de l'onde. Très bien. On va faire la même expérience. Hein. On a une source d'onde, la même, exactement la même, dans les mêmes conditions. On va refaire l'expérience, sauf que cette fois, au lieu d'avoir un obstacle avec un trou, on va mettre un obstacle avec deux trous. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Donc l'onde lumineuse va traverser des deux côtés. Et il y aura, vous voyez ici les intersections, hein, entre les deux parties de la même onde, hein, qui s'interfèrent les uns avec les autres. Hein, il y aura ces interférences. Et ces interférences sont un phénomène propre aux ondes. C'est l'expérience des fentes de Young. Hein. Young a fait l'expérience.
des fentes, et on va voir que ces fentes-là démontrent, quand on a affaire à une onde, un aspect différent que si on avait affaire à autre chose. Et là, on voit bien que quand on fait l'exposition sur cet espace, on a ce qu'on appelle des franges d'interférence. Vous voyez bien une alternance entre espace sombre, clair, sombre, clair, sombre, clair, sombre, clair, etc. Et ça, c'est dû, on l'explique très simplement, c'est dû au principe de chevauchement de ces deux ondes-là, deux parties d'ondes qui sont, on va dire, originaires de cette même onde. Donc, quand on trace le graphe, on a sombre, lumineux, sombre, lumineux, sombre, lumineux, sombre, lumineux, etc. Alors, pourquoi là c'est lumineux et pourquoi là c'est sombre? C'est tout simplement parce que à cet endroit-là, on a les deux parties, les deux ondes, cette partie-là et cette partie-là, leurs amplitudes se superposent et ils sont tous les deux dans le point max. Donc là, elle est dans le point maximum, là, elle est dans le point maximum. Donc, ils se superposent, donc donnent une exposition maximale. Et dans les zones noires, par exemple ici, qu'est-ce qui se passe? Il se passe l'effet inverse. Donc les ondes, ici, dans cet endroit-là, sont opposées. C'est-à-dire, il y en a une qui est dans son amplitude maximale et l'autre minimale. Donc, plus 1 moins 1 est égal à 0. Et bien là, on n'a pas d'exposition et c'est pour ça qu'il n'y a pas de lumière et c'est pour ça que c'est noir. Ce phénomène, il est vrai pour les ondes sonores, il est vrai pour, par exemple, on prend de l'eau, sur la surface d'eau, on fait vibrer cette eau, on le fait passer par deux trous comme ça, on obtient ces vaguelettes-là. C'est un phénomène vérifié par l'expérimentation. Et l'électromagnétisme subit les mêmes lois, donc l'électromagnétisme est définitivement une onde et point à la ligne. Il n'y a plus rien d'autre. C'est une onde, on l'a prouvé par les équations de Maxwell. Elle voyage à 300 000 km par seconde. Et quand on l'utilise, on la manipule avec l'expérience des trous, des fentes de Young, eh ben, elle nous donne les franges d'interférence caractéristiques d'une onde. Voilà. Mais Einstein va nous dire que c'est plus compliqué et plus complexe que ça. On va le voir. Pour comprendre le raisonnement d'Einstein, on va s'appuyer sur Max Planck. Max Planck aussi, c'est un physicien. Au début du XXe siècle, va faire des expériences sur ce qu'on appelle le rayonnement du corps noir. Bon, ça paraît très compliqué comme ça, mais je vais vous simplifier les choses, il n'y a pas de crainte. Donc, Max Planck travaille, à cette époque-là, il y avait une guerre, il y avait deux idées, il y en avait certains qui optaient pour l'atome et d'autres non. C'était pas prouvé, l'existence de l'atome n'était pas prouvée au début 1900, etc. À la fin du 19e, début du 20e, c'était pas prouvé. Donc on avait l'intuition qu'il y avait un atome, mais c'était pas encore tranché. Et on a Max Planck qui voulait comprendre un peu certains phénomènes, donc s'est mis à étudier le rayonnement du corps noir. Déjà, c'est quoi le corps noir? C'est quoi le rayonnement? On va s'expliquer. Donc le rayonnement, vous savez tous, on rayonne, par exemple, nous en infrarouge, notre chaleur émet des radiations, émet de la lumière, on émet tous de la lumière. Ça, on rayonne. Et on absorbe aussi de la lumière. Quand vous allez à la plage, vous bronzez, vous absorbez les ultraviolets de la lumière, c'est ce qui vous fait bronzer et vous donne la chaleur. Alors un corps noir, c'est quoi? Un corps noir, déjà ça n'existe pas, c'est un concept, un corps noir, c'est un corps qui est au zéro absolu, 0 Kelvin. Et à cette température-là, notre corps noir absorbe toute la lumière qui l'entoure. C'est pour ça qu'il apparaît noir.
C'est pour ça qu'on l'appelle noir. Il émet aucune couleur, aucune lumière, pardon. Et quand on va commencer à le réchauffer, hein, selon sa température, il va rayonner d'un certain spectre donné. Plus on le chauffe, plus il va rayonner. Hein. Pour vous donner un exemple, comme on prend un bout de métal, un bout de fer, au début il n'a pas de couleur, et puis on va lui donner, on va le chauffer, il est noir au début, on va le chauffer, il va devenir rouge, orange, jaune, blanc, jusqu'à bleu. Voilà. Et ça selon sa température. Et ben un corps noir c'est pareil, donc un corps noir c'est un corps où l'interaction entre la lumière et la matière est prédominante sur tout le reste. Voilà. Et ne dépend que de la température de ce dernier. Alors en étudiant le corps noir, on arrive à tracer une courbe, hein, qui est en contradiction avec la théorie de cette époque-là. Hein, cette époque-là, on utilisait des théories, je ne vais pas rentrer dans les détails, on utilisait une théorie qui disait plus on chauffe ce corps, plus on augmente sa température, c'est-à-dire l'énergie, plus il va émettre de lumière. Et plus il va émettre de lumière, et plus elle aura d'énergie, et plus il va émettre, et plus il sera chaud, etc. Et ce qui amène à une courbe qui tend vers l'infini, hein, qui monte très rapidement, et c'est ce qu'on appelle la catastrophe ultraviolette. Or, l'expérimentation nous montre autre chose, hein, nous montre quand on lui donne de l'énergie, à un certain moment, il y a une longueur d'onde émise, tac, 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 de lumière, arrivé à un certain moment, hop, ça retombe à zéro, et c'est ce qui, c'est-à-dire, on est très loin de la catastrophe ultraviolette et notre corps noir n'explose pas. Hein. Notre corps noir, il est stable, il émet à une certaine température, après ça tombe. Quand on passe de l'ultraviolet, après ça retombe. Pareil, si on a, par exemple ici, c'est une énergie de 5000 Kelvin, pardon. Ici 4000, ici 3000, on voit, plus on a d'énergie, plus on émet d'ondes, mais toujours le spectre, il est fini, il est maîtrisé. Dans ce sens-là, on a l'intensité, hein, et dans ce sens-là, on a la longueur d'onde, hein, de la lumière. Donc, l'expérimentation est en contradiction avec la théorie. Du coup, Max Planck va faire le raisonnement. Il va dire, bah voilà, à travers l'expérimentation, on va essayer d'en déduire une nouvelle loi. Et pour éviter cette catastrophe ultraviolette, Max Planck va trouver une astuce, hein, pour résoudre ce problème. Et l'astuce, c'est HE égale l'énergie est égale H nu. Hein. E, c'est l'énergie, est égal H, c'est une constante de Planck, encore une nouvelle constante qu'on va introduire, hein, ouais, qui est ici. Et nu, c'est la fréquence de la lumière émise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Planck, qu'est-ce que veut dire cette petite équation-là? Veut dire que l'énergie ne peut pas être libre, ne peut pas avoir n'importe quelle valeur. Sa valeur, elle est déterminée par une constante et par la fréquence, hein, de la lumière émise. D'accord? La fréquence, c'est la longueur d'onde, combien elle se répète 2 fois dans une seconde. Hein. On a dit la fréquence, c'est combien de fois le phénomène se répète par seconde ou combien d'oscillations par seconde. Hein, d'accord? Donc, ça dépend de la longueur de cette onde, de cette lumière, et de la constante de Planck, H. Et Planck dit, ben voilà, l'énergie est changée par H nu, ou 2 H nu, ou 3 H nu, ou 4 H nu, c'est-à-dire des multiples entiers de H nu. Bon, donc l'énergie, c'est en forme de paquet qu'elle s'échange, soit d'une valeur de H nu, soit d'une valeur de 2 fois H nu, 3 fois H nu, etc., etc.
Et du coup, ça change la donne. Pour vous expliquer ça facilement d'une manière très simple, parce que c'est un peu plus complexe et je ne veux pas rester des heures à m'étaler là-dessus, admettons qu'on a, quand on va acheter l'eau, par exemple dans un magasin, admettons que l'eau, on l'achète au robinet. Donc, on peut acheter 1 litre, on peut acheter un verre, on peut acheter une goutte, on peut acheter une piscine, on peut acheter un lac, on peut acheter une mer, peu importe. Quand on ouvre ce robinet, malgré que le robinet soit petit, eh ben, en théorie, ce robinet peut nous lâcher toute l'eau qu'il y a dans la terre. Or, en réalité, c'est pas vrai. Hein. La quantité d'eau qui est reliée à ce robinet est finie. Le concept, c'est que l'eau dans les magasins n'est pas échangée avec des robinets, elle est échangée avec des bouteilles d'1 litre. Et ça change tout. Quand vous allez acheter l'eau dans un magasin, vous n'allez plus donner un verre, donnez-moi un verre ou donnez-moi une goutte. Vous allez acheter une bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles, 5 bouteilles, 6, un pack de 12, vous allez acheter une palette, vous allez acheter un smirmork, vous allez acheter un paquebot, mais ça sera une quantité finie de bouteilles de 1 litre. Là, exactement, c'est le même phénomène. C'est des quantités, des quantas définis d'énergie qui sont émises ou absorbées dans ce phénomène du rayonnement du corps noir. Et Einstein va plus loin, puisqu'Einstein va reprendre ça en 1905, il va dire, non seulement l'énergie, elle s'échange par des paquets de H nu, mais elle ne peut exister que par des paquets de H nu. C'est-à-dire que les photons, maintenant on va appeler ça photons, c'est les quantas de lumière, c'est les quantités de lumière qui sont échangées, ne peuvent avoir une énergie que H nu, ou 2 fois H nu, ou 3 fois H nu, ou 5 fois H nu, etc. Voilà. Et ça révolutionne les choses. Pourquoi ? Parce qu'on partait du principe qu'une onde, vous savez, une onde, elle n'est pas localisée, c'est un phénomène qui n'est pas discontinu, c'est un phénomène continu. Et on voit bien que la lumière, le photon, ces quantas ou l'énergie est quantifiée et continue. Alors, pourquoi quelque chose de continu donnerait-elle quelque chose qui n'est pas continu ? Ou quelque chose qui n'est pas continu est absorbé par quelque chose qui est continu. Et ce phénomène-là nous montre que la lumière n'a pas qu'un aspect ondulatoire, que l'aspect d'une onde, elle peut avoir aussi un aspect corpusculaire. Et c'est ce qu'on va voir. Donc on a la lumière, qu'on pensait une onde. Einstein nous dit, ben non, c'est pas seulement une onde, mais c'est aussi un corpuscule, un paquet d'énergie. Un corpuscule, juste pour vous expliquer ce que c'est comme une petite bille. Bien sûr, un corpuscule n'a pas de dimension, c'est un point, mais c'est localisé dans le temps, dans l'espace, et il a une masse, il a, une localité bien précise. C'est comme une toute petite bille. C'est l'inverse d'une onde qui est délocalisée dans l'espace, qui est répartie. Et ce corpuscule, donc Einstein nous dit, voilà, la lumière a un aspect ondulatoire et un aspect corpusculaire. Et du coup, on ne va plus l'appeler onde ou lumière ou machin, on va l'appeler photon. Et ce photon va tenir compte des deux aspects, l'aspect ondulatoire et l'aspect corpusculaire. Alors vous allez trouver dans les livres qui vous disent oui, c'est une onde et un corpuscule, machin. Eh ben non, le photon, la lumière, n'est pas une onde, n'est pas un corpuscule. C'est autre chose. On ne sait pas ce que c'est. On ne peut pas se le représenter à notre échelle. On peut seulement observer quelques caractéristiques ondulatoires au corpusculaire. D'accord ? Je vais vous donner un exemple tout simple pour comprendre. Allez, je vais prendre un premier observateur, je vais lui montrer cette figure. Je vais lui dire, qu'est-ce que tu vois ? Il va me dire, bah là, je vois un rond jaune. Il aura raison.
Je vais prendre un deuxième observateur que je vais lui montrer cette figure-là, et je vais lui dire, qu'est-ce que tu vois? Il va me dire, je vois un rectangle bleu. Mais en réalité, cet objet que je leur montre n'est ni un rond, ni un rectangle. C'est autre chose. C'est un cylindre. D'accord? Et le premier le voit sous cet angle, l'observateur 1, l'observateur 2 le voit sous cet angle-là, hein, et chacun a raison, on va dire, de son point de vue, mais en réalité, ce n'est ni un rond, ni un rectangle, c'est un cylindre. Ok? C'est exactement la même chose. On peut observer le phénomène ondulatoire ou corpusculaire de la lumière, mais en réalité, c'est autre chose. C'est un photon. Voilà. Ok? Bon. On continue. Maintenant qu'Einstein a mis le point sur quelque chose de très important, donc la dualité onde-corpuscule, les physiciens, ça bougeait un peu en ce moment-là, on commençait un peu à faire des expériences, il y a certains qui essayaient de prouver qu'Einstein avait tort, d'autres non, etc. Il y avait une certaine effervescence, et il y a des nouveaux concepts qui sont sortis. Et on a commencé à mettre la base de la mécanique ondulatoire, qui va donner la mécanique quantique, la physique quantique par la suite. Et les bases se dessinent à ce moment-là. Notamment, on a De Broglie qui a fait le raisonnement inverse. Il a dit, bon, on a dit la lumière, c'est un photon, on est parti d'une onde, et on a dit que c'est un corpuscule. Alors pourquoi on ne ferait pas l'effet inverse pour la matière? À cette époque-là, on connaissait très mal les atomes, hein, donc on va prendre comme exemple l'électron. L'électron, quand on le tire comme une bille, machin, on le sent, il traverse, il peut rebondir, c'est comme une petite bille. Et ben cet électron, si on lui donne un caractère ondulatoire, si on le décrit avec un caractère ondulatoire, alors qu'est-ce que ça va nous donner? Et ben ça va donner les bases de la physique quantique. Mais pour vous montrer que tout ce qui est dans le domaine quantique n'a pas d'équivalent dans notre domaine classique, on va faire aussi une expérience sur les électrons. Prenons un pistolet qui tire les électrons un par un. Hein, nous, on simplifie ça par un pistolet, mais aujourd'hui, on le fait dans les laboratoires. On arrive à faire... On a des atomes qui émettent, ou des dispositifs qui arrivent à émettre des électrons un à la fois. Et on va faire la même expérience que tout à l'heure. On va mettre un obstacle ici, avec un trou, et on va tirer... Hein, sur cet obstacle-là avec notre pistolet à électrons qui va tirer électron par électron. Hein. Il ne tire pas deux électrons à la fois. Un à la fois. Voilà. Donc l'électron, il peut suivre cette trajectoire hein, qui est dessinée par ce rectangle-là, sombre, c'est-à-dire il peut rebondir ici, il peut rentrer, il peut ricocher, etc. Et quand il passe à l'intérieur de ce trou, il va atterrir sur notre détecteur ou sur notre espace de détection qui est de l'autre côté. Et là, on voit bien, hein, s'il va tout droit, il va atterrir ici, s'il va là, il va là, etc. Et on va faire l'expérience, hein, et on va tirer coup par coup, pam, 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 des électrons, et on va voir ce qui se passe. Et on voit, après un certain temps, que nos électrons se comportent comme des billes. Hein. Le détecteur les détecte bien à un endroit localisé, hein, comme il faut, et ils ne bougent pas de leur intervalle classique, donc il n'y a pas de problème. L'électron, c'est bien une petite bille, c'est un corpuscule. Ok? On va refaire la même expérience, mais cette fois avec 2 orifices au lieu d'un. D'accord? Et hop, notre électron, et on tire. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend à voir? Soit nos électrons rebondissent hein, quand ils vont taper l'espace plein, soit ils vont passer par ce trou-là ou par ce trou-là. S'ils passent par le premier trou, ça va donner ça, comme dans la première expérience. S'ils passent par le deuxième trou,
ça va donner ça. Hein, une autre facette de la première expérience. Pareil. Donc, on devrait trouver des électrons dans cette partie-là, et dans cette partie-là, et beaucoup plus dans cette partie-là, parce qu'il y a intersection des deux. Donc, on a, en théorie, on devrait trouver plus d'électrons dans cet endroit-là. On lance l'expérience, et on la laisse rouler pendant un certain temps. Et qu'est-ce qu'on voit? Et là, c'est quand on fait l'expérience, on tombe vraiment des nues, parce que là, c'est quelque chose d'extraordinaire. On voit réapparaître les franges d'interférence, comme dans les aspects ondulatoires, alors qu'on a vu que les électrons, c'était bien des billes. Et rappelez-vous, hein, les ondes lumineuses, hein, là où il y a le plus d'ondes lumineuses, c'était blanc, où il n'y en a pas, c'était noir, et là, c'est pareil, là où il y avait 100% d'exposition, ben, on le voit ici, il y a beaucoup plus d'électrons, et dans les endroits sombres, eh ben, il n'y a rien. Donc, ces électrons se sont comportés quelque part comme les ondes. Hein. Il y a eu addition ou soustraction des amplitudes de ces ondes-là. Alors, on peut dire que peut-être l'électron se coupe en deux. Hein. Il y a une partie qui passe par là, une partie qui passe par là, et ils se recombinent au milieu pour donner ce phénomène-là. Donc, pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'on a fait? On a posé deux détecteurs, hein, un dans chaque trou, et on voit est-ce que l'électron passe par là, ou par les deux côtés. Et ben, quand l'électron passe en haut, et ben, en bas, il n'y a rien. Et quand il passe en bas, en haut, il n'y a rien. Donc, l'électron ne se coupe pas en deux, hein, pour aller une partie en haut, une partie en bas. C'est bel et bien un seul électron, et c'est l'aspect corpusculaire, et là, on voit l'aspect ondulatoire. Donc, la dualité onde-corpuscule, elle est vraie dans le monde quantique, et on doit l'accepter, malgré qu'on n'ait pas de schéma dans notre monde classique. Juste, je vous donne un exemple pour comprendre. Je ne peux pas vous donner un exemple pour de l'électron, parce qu'on n'en a pas à notre niveau, avec notre intelligence et imagination actuelle, on n'en a pas. Je vais vous donner un exemple tout simple. Imaginons que quelqu'un qui vit dans la préhistoire, à l'âge de pierre, allez. Cette personne, on va aller la voir, et on va lui dire, on va lui montrer une photo d'une Ferrari, par exemple. On va lui dire, donne-moi un exemple, c'est quoi ça? Eh ben, il sera incapable de nous décrire ça, parce qu'il ne peut pas décrire. Il ne sait pas ce que c'est que la roue, il ne sait pas ce que c'est que le volant, il ne sait pas ce que c'est qu'une voiture, il ne sait pas ce que c'est que, je sais pas moi, les sièges, il ne sait pas ce que c'est que le moteur, il ne sait pas ce que c'est que le caoutchouc, il ne sait pas ce que c'est que le fer. Alors, il ne peut pas nous décrire ça, parce que à son niveau, avec son vocabulaire, avec son imagination, avec l'état de ses connaissances, il ne peut pas nous décrire quelque chose qu'il ne connaît pas ou qu'il n'a pas vu. Eh bien, nous, on est comme ça aussi. À l'échelle quantique, on n'arrive pas à donner une image parce qu'on n'a pas d'équivalent classique, hein, à vous donner, quoi. Il faut accepter. Et c'est ce qui a fait beaucoup de mal, d'ailleurs, à Einstein, qui n'a pas accepté jusqu'à sa mort. Il a accepté la mécanique quantique, mais il n'a pas accepté l'interprétation de cette mécanique quantique et pensé qu'il y avait autre chose en plus. On continue toujours avec Einstein, et là, on va rentrer dans l'atome quantique, on est dans les années 20, on va aller plus loin. On a dépassé l'année 5, 1905, où il y a eu les articles. On rentre dans les années 20, 30, où on va élaborer tout le formalisme de la mécanique quantique. Alors, je vais vous parler d'une autre petite expérience. On a une petite expérience où on a deux plaques sous vide, reliées par une batterie, etc. L'électricité ne passe pas. On bombarde l'une de ces deux plaques par de la lumière rouge. Cette expérience a été faite dans les années 1800. On arrivait à la faire, mais on n'arrivait pas à l'expliquer. Et on va l'expliquer par la suite.
Alors on envoie la lumière rouge sur cette plaque, il ne se passe rien. Même si l'intensité de cette lumière rouge est très très grande, il ne se passe rien. Mais quand on envoie une lumière bleue, même si son intensité est faible, on remarque qu'il y a un courant électrique qui traverse. Et ce phénomène-là, on l'appelle l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique, photo, ça vient du photon, de la lumière, électrique, ça vient de l'électricité. Donc ce phénomène photoélectrique, c'est une interaction entre la lumière et la matière qui génère un champ électrique. D'ailleurs, ce principe est utilisé dans le photovoltaïque aujourd'hui, dans l'énergie solaire, c'est ce principe-là. On transforme la lumière du soleil en électricité. Dans les appareils de vidéo, photo, numérique, caméscope, etc., ou téléphone portable, les capteurs, ils fonctionnent aussi pour prendre des photos, ils fonctionnent sous ce principe-là, l'effet photoélectrique, et là, on absorbe ce photon dans la lumière, dans la matière, et on le transforme en électricité. D'ailleurs, juste, j'ouvre une petite parenthèse, le prix Nobel qu'a eu Serge Haroche et l'Américain, je me rappelle plus du nom de l'Américain, David quelque chose, en fait, ils ont réussi à faire une expérience, où on pouvait manipuler la lumière sans que celle-ci n'interagisse, ou interagissent très peu avec la matière, donc on ne détruit pas la lumière, parce que là, elle est détruite, elle est transformée en électrons, en énergie, quoi. Donc c'est pour ça qu'on leur a donné le prix Nobel, parce que ça ouvre de nouvelles perspectives à l'avenir. Alors, je ferme la petite parenthèse, je continue. Donc, vous savez, dans un électron, à cette époque-là, au début du siècle, on commençait un peu à explorer l'électron. On savait qu'il y avait un noyau, qu'il y avait des électrons qui tournaient autour de ce noyau. Et on pensait, à cette époque-là, que quand l'électron tournait autour du noyau, il émettait de la lumière, il rayonnait. Et quand il émet cette lumière, il perd de l'énergie. Et en perdant cette énergie, il est obligé de se rapprocher du noyau. Et ainsi de suite. Plus il tourne, plus il perd d'énergie, plus il se rapproche. Plus il tourne, plus il perd, plus il se rapproche. Et il finira par tomber sur le noyau. Et là, la matière, rapidement, ça arrive très rapidement, parce que l'électron, il tourne rapidement. Et ça, ce qui nous dit que la matière n'est pas stable. Or, en réalité, la matière, elle est stable, elle est durable. Voilà, on prend un atome d'hydrogène, l'électron ne s'effondre pas sur son noyau, sur le proton qu'il a au noyau. Alors, Niels Bohr va nous améliorer cette photo. Je vais vous dire aussi que à chaque fois que je vais vous dessiner un atome, ou que vous verrez dessiner un atome dans un manuel ou dans un site ou à la télé ou n'importe où, c'est faux. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on ne peut pas dessiner les particules quantiques parce qu'on n'en a pas d'équivalent ou de représentation ou d'image dans notre échelle classique. Donc ces images, elles sont fausses, mais on les utilise juste pour comprendre les principes. Alors, Bohr, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, quand l'électron qui est autour d'un noyau tourne, il ne rayonne pas. Il ne fait que orbiter normalement comme la Terre, elle orbite autour du Soleil. Mais, quand il émet de la lumière, un photon, voilà, par exemple un photon rouge, il perd cette énergie. Et cette énergie, qu'est-ce qu'elle l'oblige? Elle l'oblige à descendre d'une orbite à une autre orbite plus proche, où il y a moindre d'énergie. D'accord? Et quand un électron perd beaucoup d'énergie, c'est-à-dire un photon bleu par exemple, beaucoup plus énergique, il va descendre d'autant plus bas dans les gradients de cet atome. D'accord? Donc, voilà, il perd par exemple un photon rouge, il descend que d'un cran, un photon bleu, il descend de 2 crans. Et l'inverse, quand il absorbe un photon rouge,
il monte d'un cran, et quand il absorbe, par exemple, un photon bleu, qui est plus énergique, il monte, par exemple, de 2 crans. C'est ce qui explique le phénomène photoélectrique, c'est-à-dire quand on met de la lumière bleue, elle excite beaucoup plus les électrons, elle leur donne beaucoup plus d'énergie, ce qui leur permet d'échapper à leur atome et d'aller tourner dans le circuit électrique. D'accord ? Et la lumière rouge ne leur donne pas l'énergie suffisante pour qu'ils quittent leur atome. D'accord ? Alors, toutes ces énergies, tous ces orbites, machin et tout, obéissent à la loi de Planck. E, énergie, est égale H nu. H, la constante de Planck, nu, la fréquence du photon. D'accord ? Donc ici, il a descendu d'une valeur de H nu, et quand il a descendu les deux, il a descendu de valeur 2 fois H nu. Hein ? Et là, il ne peut pas descendre en dessous parce qu'il n'y a pas demi H nu. Donc là, la première orbitale, c'est H nu, la deuxième, c'est 2 fois H nu, la troisième, c'est 3 fois H nu, etc., etc., etc. Et pareil, quand il absorbe la lumière, il monte d'autant. Voilà. Donc la lumière qui est émise ou qui est absorbée est quantifiée, hein, et on voit que la constante de Planck, après avoir été introduite dans l'échange d'énergie et de lumière, elle est introduite dans la matière. Les électrons eux-mêmes, hein, ils ont des orbites qui sont quantifiées. Ils ne peuvent pas avoir n'importe quelle orbite et ils ne peuvent pas tomber ici parce que la valeur la plus petite, c'est H nu. Il ne peut pas avoir en dessous. Donc, il ne peut pas tomber sur le noyau. Et voilà, on a réglé le phénomène photoélectrique. On arrive à le comprendre et on introduit la constante de Planck, hein, la quantification. Hein, tout est quantifié dans ça. C'est pour ça qu'on l'appelle la physique quantique ou la mécanique quantique. Heisenberg. Bon, Heisenberg aussi, c'est un Allemand, un physicien qui a fait beaucoup de choses, on va le voir. Et on a une interprétation classique de l'atome, c'est que on a par exemple l'atome d'hydrogène, on va prendre le plus simple, où il y a un proton autour duquel tourne un électron. Hein, et dans le monde quantique, hein, on ne va pas le voir de la même manière. Dans le monde quantique, on a la notion, on a toujours notre proton qui est au milieu, on a la notion d'orbital, c'est-à-dire cet électron est en quelque sorte dilué, c'est un nuage d'électrons, c'est pas un électron, il n'est pas localisé, il est dilué, hein, autour de ce noyau, et on ne peut pas savoir où il est exactement. D'accord ? On ne peut pas le savoir. On peut qu'en déduire la probabilité qu'il sera à tel ou tel endroit à tel ou tel moment. D'accord ? Et du coup, on a une fonction ici, hein, ondulatoire, qui nous montre que la probabilité ici, elle est maximale de trouver notre électron. Et plus on se rapproche du centre, hein, ça c'est la courbe, plus on se rapproche du centre, plus cette probabilité diminue jusqu'au centre, on a 0. C'est-à-dire on ne peut pas trouver l'électron ici. OK ? Et ainsi de suite de l'autre côté. Et donc cet électron n'a pas de position, quelque part, a juste des probabilités d'être à tel ou tel endroit. Et c'est seulement quand on fait l'observation, hein, qu'on l'oblige, hein, qu'on le torture, comme disait bien Étienne Klein, il a une phrase que j'aime bien, il dit, voilà, sous la torture, hein, cet électron, on va le torturer, on va lui dire, dis-nous ta place, sous la torture et la contrainte, il va parler et il va dire, bah, je suis à tel endroit ou à tel endroit. Mais en réalité, il n'a pas de localisation. Bon, c'est très flou pour nous, on ne comprend pas ça. Je vais vous donner un exemple tout simple pour comprendre. Prenons un être humain. Bon, c'est un être humain. La preuve, c'est la génétique. Aujourd'hui, hein, on arrive même à condamner à mort, hein, dans certains pays qui utilisent toujours la peine de mort, on arrive à condamner à mort des gens avec la preuve de
avec la preuve de l'ADN. Hein. Donc l'ADN, c'est une preuve irréfutable. Ok, tout le monde est d'accord avec moi? Très bien. Alors l'ADN, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, on est tous des êtres humains égaux, on descend tous de la même famille, des mêmes parents. Donc, la génétique, qu'est-ce que nous dit? Il n'y a pas de différence entre nous. Hein, il n'y a pas d'être humain différent de l'autre. On est tous égaux, on appartient tous à la même espèce qui est être humain. D'accord? Mais, sous l'observation de la bêtise humaine, ou sous l'angle de la bêtise humaine, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça, on oblige les individus, on les torture, on les oblige à avoir une origine, à avoir une couleur, à avoir une religion, alors qu'en réalité, hein, on est tous des êtres humains et seulement des êtres humains. Et là, en les forçant, hein, la bêtise humaine, en les forçant, on va leur dire, toi t'es noir, toi t'es arabe, toi t'es juif, toi t'es asiatique, toi t'es roumain, toi t'es musulman, toi t'es homosexuel, toi t'es ci, toi t'es ça. Voilà. C'est exactement la même chose à l'échelle quantique. Notre électron n'a pas de position, a une fonction d'onde qui permet de savoir que peut-être, à tel moment, voilà, il y a une probabilité qu'il soit là, ou là, ou là, ou là. Et quand on l'oblige à avoir une position, eh ben, il a une position. J'espère que c'est un peu clair, cette notion. Bon, on va continuer. Et on va parler du principe d'indétermination ou d'incertitude d'Heisenberg. Hein. Et d'ailleurs, au début, ça s'appelait incertitude. Maintenant, les physiciens beaucoup plus l'appelaient principe d'indétermination, parce qu'incertitude, ça montre qu'on n'était pas certain, qu'il y avait un doute, c'était lié à nous, etc. Et le principe d'indétermination, ça veut dire que c'est absolu. Hein, on ne peut pas déterminer quelque chose qui est indéterminable. Alors, prenons un exemple. On a une voiture. Cette voiture a une position et une vitesse. Hein. Admettons que dans cette voiture, j'ai un GPS et j'ai mon compteur de vitesse. Là, je suis à l'arrêt, la voiture va me donner une position, le GPS va me donner une position, et le compteur m'indique 0. D'accord? Je roule, et à chaque moment, hein, je peux avoir, ici, n'importe où, je peux savoir ma position exacte et connaître ma vitesse exacte. Voilà. C'est une chose tout à fait logique. On le fait tous les jours. Hein. Dans sa voiture, on a son GPS, on sait où on est et à quelle vitesse on roule. Il faut faire attention, sinon on se fait flasher par les radars. Alors, dans le monde quantique, puisqu'on ne traite plus la particule comme un corpuscule, mais comme une fonction d'onde, hein, c'est une représentation mathématique, d'accord ? Le principe d'incertitude d'Heisenberg, qui sort des équations de la mécanique quantique, nous dit qu'on ne peut pas avoir la position et la vitesse d'une particule hein, avec une très grande précision. C'est-à-dire, si on connaît la position d'une particule avec une très grande précision, on connaîtra la vitesse de cette particule qu'avec une approximation. Et l'inverse, si on connaît avec une très grande précision sa vitesse, on connaîtra sa position qu'approximativement. D'accord ? On ne peut pas connaître, comme pour la voiture, exactement sa position et sa vitesse. Comme si cette voiture, par exemple, si je regarde le compteur de la vitesse, il m'indique par exemple 50. Le GPS ne peut pas me dire dans quelle rue me dit vous êtes par exemple à Paris ou à Lyon ou à Marseille ou peu importe. Mais quand le GPS il est précis, il me dit vous êtes à Marseille à telle rue, et ben le compteur de vitesse il m'indique pas, il m'indique une vitesse qui est entre 0 et 100. Il me dit pas à quelle vitesse exacte je suis.
C'est absurde dans notre monde macroscopique, monde classique. Mais voilà, le principe d'incertitude ou d'indétermination d'Heisenberg, voilà ce qu'il nous dit. Et ce principe ne s'applique pas qu'à la position et la vitesse, s'applique à d'autres propriétés, notamment le temps et l'énergie. Bon, c'est très puissant ce concept, hein. Concentrez-vous un petit peu. C'est-à-dire, sur un laps de temps très court, hein, très court, on a une incertitude sur l'énergie. Bon, dit comme ça veut rien dire. Mais admettons qu'on est dans le vide, d'accord? On est dans un vide où il n'y a rien, ok? Absolu, vide absolu, il n'y a rien. Il n'y a aucune particule, rien du tout. Eh bien, si on suit ce principe, sur un temps extrêmement court, mais très court, on peut avoir beaucoup d'énergie, alors qu'il n'y a rien. Donc, le vide peut générer de l'énergie. Et cette énergie, on l'a dit tout à l'heure, E égale mc2, la masse et l'énergie sont équivalentes, donc peut générer une masse qui crée des particules virtuelles, mais comme ces particules seront créées et aussitôt, on va dire, inhalées, disparaître, ces particules-là sont des particules virtuelles, puisqu'elles ont été créées du rien, et pendant un laps de temps très court. Et cet effet-là, eh ben, c'est un effet mesurable par l'expérience, hein, on l'a mesuré, l'expérience, l'effet Casimir, hein, ça n'a rien à voir avec Casimir, le truc des enfants, allez taper l'effet Casimir, vous allez voir, c'est un effet qui, dans le vide, on arrive à déceler cette énergie et à voir qu'il y a aussi une force qui sort de ce vide-là. D'ailleurs, c'est là le problème qui se pose entre la mécanique quantique et la relativité générale. Quand on a cette énergie sur ce court laps de temps qui arrive peut-être à créer des particules virtuelles, ces particules, elles ont une masse. Et cette masse ou cette énergie va perturber l'espace-temps. On a dit que ça courbait l'espace-temps. Et ça crée des saccades, ça crée des remous, alors que la relativité générale a besoin d'un espace lisse, d'un espace calme, plat. Et du coup, on n'arrive pas à intégrer les deux théories l'une dans l'autre. Donc voilà ce principe d'indétermination qui est un principe aussi fondamental dans la mécanique quantique. On continue. Et là, on a une pseudo-représentation artistique, hein, des atomes, l'atome d'hydrogène, l'atome d'oxygène, on voit bien, et on n'a plus la notion d'électron qui tourne autour, mais d'orbital, hein, avec une possibilité de trouver l'électron à tel ou tel endroit de l'espace. Voilà, là on a l'atome de carbone, vous voyez bien l'orbital qui peut prendre, que peuvent prendre les électrons du carbone. Superposition d'états. Là, c'est un principe fondamental de la mécanique quantique. La superposition d'états. Et là, on va le voir avec Schrödinger. Hein, Schrödinger, c'est un Autrichien aussi, qui a beaucoup contribué à la mécanique quantique, notamment avec l'histoire de son chat, que je vais vous raconter après, qui est très déroutante. Alors, déjà, c'est quoi l'état, hein, déjà, avant de commencer par l'état, on va voir ce que c'est quoi l'état. Admettons qu'on a un électron qui est dans l'état A, ici, hein, et un autre électron, ou le même électron, qui est dans l'état B. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'est un état? Un état, c'est les propriétés qui peuvent changer d'une particule. Hein. Par exemple, un électron, il peut avoir une vitesse différente, hein, à un moment différent. Un électron peut avoir une énergie différente. D'accord? Donc, l'état, c'est les choses qui changent. Les choses qui ne changent pas, ce sont les propriétés intrinsèques qui ne sont pas l'état. Par exemple, la charge de l'électron. L'électron, il sera toujours
négatif. Sa masse, elle est toujours fixe. D'accord ? Hein, comme pour les êtres humains, par exemple, vous prenez un être humain, aujourd'hui, il a une taille, par exemple, voilà, il fait 1m70 ou 1m80, ok, demain, il va faire toujours 1m70, 1m80. Ça, c'est une propriété qui ne change pas. Par contre, son état, hein, il peut être heureux, il peut être triste, il peut être évanoui, il peut être, je sais pas moi, endormi. Ça, c'est des états possibles de cet individu. Pour les particules, c'est la même chose. Hein. Donc, ils peuvent être dans plusieurs états. Ok ? Donc, l'électron qui est dans l'état A, voilà, il a une fonction d'onde. Hein, on a dit que c'était une fonction d'onde qui représente l'état de cette particule. Et dans l'état B, il a une autre fonction d'onde. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la mécanique quantique ? Elle nous dit que si, par exemple, il a 50% d'être dans l'état B et 50% d'être dans l'état A, eh ben, il peut être dans la superposition des deux états, dans l'état A plus B. D'accord ? Donc, quand dans un système quantique, on a par exemple 3 états, la superposition des 3 états est un état possible aussi qu'il faut prendre en compte. Ok ? Comme ça, voilà, on va dire ok, très bien, ok, bah l'état A plus B, je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que par exemple dans l'état A il était ici, l'électron dans l'état B il était ici, dans l'état AB il est à 2 endroits en même temps ? On sait pas. Voilà. Et pour montrer toute l'absurdité de cette, on va dire, affirmation à notre échelle classique, macroscopique, Schrödinger a donné son célèbre exemple du chat de Schrödinger. Alors, on va faire l'expérience du chat de Schrödinger. Pour ça, on a besoin d'un chat. Okay. On a besoin d'un atome qui peut être à 50% dans l'état A, qui est un état normal, neutre, et l'état B, qui est un état excité où il va émettre un photon, par exemple. Donc il a 50% de chance d'être dans l'état A ou dans l'état B. On aura besoin d'un détecteur qui va détecter si cet atome a émis un photon ou non. À ce détecteur, on va coller un marteau. À côté du marteau, on va poser une fiole de poison et on va poser le tout dans une boîte. On va les enfermer dans une boîte qu'on va fermer et on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Alors là, il y a deux possibilités. La possibilité A, on a par exemple 50% de chance pour que l'atome n'émette aucun photon. Et là, le détecteur ne se déclenche pas, le marteau ne bouge pas, la fiole non plus, et le chat est vivant. Ou dans l'état B, où il y a une émission d'un photon, donc le photon va être détecté par le détecteur, d'accord ? Le détecteur va actionner le marteau va tomber sur la fiole de poison, et ça va l'actionner, et le poison va se répandre dans cette boîte, et va tuer notre chat, donc le chat est mort. La mécanique quantique, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Puisque notre atome peut être dans l'état A ou dans l'état B, donc il peut être aussi dans l'état A plus B. L'état A plus B, par, on va dire, extrapolation, puisque cet atome a des conséquences sur notre chat, donc notre chat peut être dans l'état A vivant ou l'état B mort, et il peut être dans l'état A plus B, c'est-à-dire mort-vivant. Alors là, ça montre que c'est absurde, c'est une absurdité, c'est une absurdité totale, parce que on voit pas des chats morts-vivants, on a soit mort, soit vivant. Alors ça a donné des lieux à des interprétations dans les années 70, 80, où on avait une pseudo philosophie qui sortait, qui expliquait que c'était
la conscience quand on ouvrait la boîte. Par exemple, si on voit que le chat est mort, c'est notre conscience qui fait un voyage dans le temps et qui dit à l'atome, soit d'être dans l'état A, soit dans l'état B. On a eu aussi l'interprétation des mondes parallèles, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un choix, le monde se scinde en deux, et là, donc dans un univers parallèle, le chat il est vivant, et dans un autre univers, le chat il est mort. Et voilà, et plus il y a de choix, plus il y a d'univers, et ça a donné lieu à beaucoup d'interprétations comme ça. Bon, c'est que des interprétations, il faut rester logique, c'est des interprétations philosophiques. Donc, voilà, faut pas leur accorder plus de crédit que ça. Mais ce qui est vrai, c'est que on arrive à comprendre qu'il y a une différence entre le monde quantique et le monde classique, malgré que ce monde classique soit fait de composants quantiques, il y a à un moment donné ce qu'on appelle la décohérence, la théorie de la décohérence, et le glissement de ce monde quantique, de ses propriétés quantiques à l'état classique. Donc dans l'état classique, pourquoi le chat il n'est pas mort et vivant en même temps ? Parce que le chat est constitué de milliards et de milliards et de milliards de particules, et ces particules interagissent les unes avec les autres, interagissent avec les rayons, interagissent avec l'air, interagissent avec les rayons cosmiques, interagissent avec la lumière, interagissent avec tout, et cette interaction oblige ces particules ou ces atomes, en quelque sorte, à réduire leur paquet d'ondes et réduire leurs possibilités et n'avoir qu'un état quantique. Voilà. Et d'ailleurs, comme je parlais tout à l'heure, les travaux de Serge Haroche donc, nous permettent, puisqu'ils vont pas modifier en fait le photon ou les ions qui sont en jeu, ils vont pas beaucoup les modifier, donc ça nous permet de comprendre quand est-ce qu'il y a ce glissement entre le classique entre le quantique vers le classique. Voilà, donc ça c'est l'expérience du chat de Schrödinger, qui est une expérience très amusante. Je vous rassure, il l'a pas fait vraiment, il n'a pas tué son chat, mais c'est une expérience de pensée qui nous donne beaucoup matière à réfléchir. L'effet tunnel, aussi une des bizarreries du monde quantique, c'est l'effet tunnel. Je pense que ça a été formulé par Gamov la première fois, le physicien russe, si je me trompe pas, si je me rappelle bien. Donc l'effet tunnel, pour faire simple, on va dire que dans une cavité, par exemple, un puits de potentiel, on a une particule qui est coincée dedans, par charge électrique ou champ magnétique ou autre chose, autre force qui la coince. À force de rebondir sur les parois de ce potentiel, elle a une probabilité non nulle de passer et elle arrive effectivement à passer et par effet tunnel. Donc on a une particule qui est coincée par exemple dans un noyau d'atomes par exemple, et à force de rebondir sur les côtés, arrivera à passer par l'effet tunnel. Bon, dit comme ça, c'est pas impressionnant, mais comme si, imaginez à notre échelle à nous, on a une prison, une cellule qui est toute fermée, on a un prisonnier à l'intérieur, et ce prisonnier, à force de rebondir d'aller faire les 100 pas dans sa cellule, à gauche, à droite, par effet tunnel, même s'il n'y a pas de porte, même si tout est blindé, arrive à téléporter quelque part, être téléporté de l'autre côté. Vous avez vu tous le magicien Copperfield quand il traverse le mur de Chine, c'est exactement la même chose. Donc dans notre échelle, c'est absurde, mais dans l'échelle quantique, c'est un effet qu'on mesure, d'ailleurs, qui est utilisé dans la physique actuelle pour des expériences ou pour faire d'autres choses. Donc ça, c'était l'effet tunnel.